Et si tout va bien, le support est juste après. Parce que, voilà, magie, Avec formidable. la lourde Et tâche de passer à midi 10, je vais oui, essayer d'être efficace. courage. Alors, donc Sébastien Perrin, donc Couperin, École des mines de Paris. Je suis ici pour vous parler de la réflexion sur l'IA de confiance qui est menée au sein du consortium Couperin. Je vais commencer par vous présenter disons l'histoire de la façon dont s'est emparé de l'intelligence artificielle, sachant qu'on ne va pas se mentir, souvent en bibliothèque, on est plutôt de formation littéraire, donc au départ, je veux dire, en dehors de Skynet, Terminator, et savoir qu'à la fin ça se termine mal, l'IA, on était assez loin de nos sujets, et des points de tension qu'on commence à voir arriver justement avec l'utilisation de cette notion d'IA de confiance. Alors vraiment, je remercie énormément le GF2I pour son invitation, parce que cette réflexion autour de l'IA de confiance, c'est une réflexion qui est croisée avec dans le cadre de différents partenariats, l'OCLC, l'IBER, le GF2I, l'INRIA, et on voit bien que petit à petit, il y a quelque chose qui finit par émerger. Et l'IA de confiance, on a échangé rapidement tout à l'heure sur le sujet. Effectivement, ça peut être pris comme quelque chose qui va être avant tout opposable, au sens juridique du terme. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que, à condition de la positionner de façon juste et dans un écosystème et des cas d'usage qui sont particuliers, c'est aussi un concept régulateur, hein, au sens qu'il a une capacité aussi à pouvoir mener une analyse et une structuration de marché qui n'était pas du tout attendue. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la France est plutôt en avance sur ce sujet-là. Alors, désolé, je suis parti de l'autre côté. Hop, l'IA documentaire de confiance. Alors d'abord, avant tout, Couperin, qu'est-ce que c'est pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas? Donc Couperin, c'est le premier consortium d'acquisition de ressources numériques pour l'enseignement supérieur et la recherche, au moins d'Europe, peut-être plutôt des pays de l'OCDE. Il y a plus de 200 membres, donc vous avez des universités, France Université, vous avez la Conférence des grandes écoles, Mines Paris, Polytechnique, HEC, vous avez des établissements de santé, vous avez le Collège de France, vous avez les organismes nationaux de recherche, etc., etc. Si jamais, au cours de vos études, vous avez ouvert ne serait-ce qu'une seule base de données, ou si vos enfants l'ont fait, il est probable qu'elle ait été négociée Couperin. À côté de ça, donc, il faut bien comprendre que nous avons essayé d'intégrer l'ensemble de la chaîne de la valorisation de la ressource numérique initialement. Donc, vous avez également des choses autour du recueil de statistiques. Maintenant, le tracking et les questions de privacy. Donc là, j'en profite pour le dire, il y a un biais très fort à l'heure actuelle qui est pris sur la question de la confidentialité dans les administrations publiques. On peut commencer à la questionner aussi. Peut-être que cette question de tracking est l'horizon, disons, qui est en train de se préparer. Et le tout pour 136 ressources négociées. Nos missions, donc négocier avec les éditeurs scientifiques, développer l'open science, un point qui est important. Alors il ne s'agit absolument pas de lancer les débats pour ou contre l'open science. Ici, je fais juste remarquer qu'également à l'intérieur de l'open science, à côté des questions qui sont relatives à la dissémination, à la divulgation, etc., vous avez aussi des réflexions autour, par exemple, de la férisation des données et très concrètement, le travail qui a été fait par le GT Données de Couperin à l'heure actuelle autour de la structuration des réponses des appels à projets ANR fait que, à ma connaissance, il s'agit sans doute des documents les plus structurés et structurants sur le paysage en matière de gestion de plans de données, de catégorisation des différentes données, donc dans une optique d'archivistique. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler, je le redis à nouveau, la férisation des données. Voilà également le genre de sujet sur lequel on travaille, sachant que quand on est en bibliothèque, on est un mono-obsessionnel de la métadonnée, revendiquée ou non, mais voilà, ça, on apprend à vivre avec. Des réseaux professionnels et représentés Couperin à l'international, donc principalement dans les réseaux européens. Alors, les enjeux pour le consortium, parce que vous me direz, oui, mais comment il a fait pour en arriver à l'IA? C'est pas possible. Alors, en réalité, l'IA déjà est arrivée, disons, naturellement à nous, ça nous a rattrapé par la manche. Dans le cadre des négociations courantes, qu'il faut bien le comprendre, est notre cœur d'activité. Donc, vous avez un fournisseur qui arrive avec une offre, et à l'intérieur, il y a quelque chose qui va pouvoir être qualifié d'IA. Et donc là, principalement, ça a été une approche juridique avec un premier moment d'interdiction formelle de l'utilisation de l'IA sur les corpus qui pouvaient être achetés.
Ensuite, dans le cadre de négociations nationales, donc là, c'est le lien avec l'ABES, et il a fallu travailler à cette harmonisation des clauses. Il faudrait citer également, et c'est un autre volet de l'IA, l'IA, vu de mon prisme, est avant tout quand même une évolution des moteurs de recherche. C'est une nouvelle technologie des moteurs de recherche. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce qu'on va payer? Est-ce que ça vaut 30% du prix? Est-ce que c'est à 0%? Quelle politique avoir par rapport à ça? Donc cet élément d'harmonisation entre des offres de marché qui sont extrêmement différents, avec également des structurations capitalistiques, ça vient d'être dit, des structurations technologiques également qui sont extrêmement variables en fonction des fournisseurs. L'idée, c'est de réussir à trouver quelque chose qui permettra d'avoir un niveau d'harmonisation sans exclusion, ce qui n'est pas évident. Les négociations ISTEX-COLEX, celle-là, 1 minute et demie pour l'expliquer, parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. Il y a un énorme programme d'acquisition aux environs de 2010, d'acquisition de données de corpus scientifique. Un de ces volets, au-delà du simple droit de lecture, a été tout de suite et nativement l'enrichissement. Le TDM commençait à pointer son nez historiquement à l'époque. Et donc, en fait, il y a aussi, dans le programme ISTEX, tout un travail autour de l'enrichissement automatique de données, ce qui nous a permis de commencer à travailler avec l'INIST dans le cadre d'ISTEX sur des problématiques d'intelligence artificielle, disons ancien modèle, type TEFT par exemple, disons celle qui n'hallucinait pas pour aller vite, et d'accompagner la naissance des web services de l'INIST. Donc une sensibilisation, si vous voulez, à la distinguo, me semble-t-il, quand même assez nécessaire entre les différents types d'IA. Et la négociation. Accompagner les établissements. Cette slide a juste une vocation pour éveiller votre attention, puisque maintenant nous sommes 12h20, j'ai le timing contre moi. La plupart d'entre vous être fournisseurs d'informations, je pense, producteurs. À l'heure actuelle, quand même, la réalité est que dans le secteur de l'ESR, on voit arriver des offres IA qui sont fournies par des pure players. Et ces offres IA, vous avez donc, ce sont toujours des moteurs de recherche. Vous avez très souvent également des outils qui sont fournis en accompagnement, par exemple des outils bibliométriques. Très souvent, ce sont certaines IA promettent carrément une refonte du circuit intégral de la chaîne éditoriale. Pour m'en tenir juste à ma brique achat, parce que je suis avant tout ici comme acheteur, la question commence à se poser de la mise en concurrence de ce type de solution avec des fournisseurs d'informations plus qualifiés, sachant que vous avez déjà beaucoup d'écoles de commerce en particulier, qui ont massivement acheté des licences ChatGPT pour leurs élèves. Donc on commence déjà à voir arriver un effet d'éviction de l'édition scientifique classique par ce type d'acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2023? Donc déjà, un gros travail de stabilisation des clauses des licences qu'on a mené vraiment en partenariat très étroit avec les consortia étrangers. Donc il y a déjà eu un premier très gros travail d'acculturation interne à la réalité des risques de l'outil. Ensuite, il y a eu un dialogue qui a été assez nourri avec les fournisseurs pour vraiment comprendre quel était le point dur, parce que là aussi, vous avez une différenciation entre les fournisseurs qui est extrêmement importante. Si jamais je devais le dire à très gros traits, ce qui est en train de sortir à l'heure actuelle comme clause harmonisé plus ou moins sur le périmètre CDE, c'est une possibilité d'utilisation en local, parce que vous comprenez que mettre à disposition des corpus sans pouvoir, en interdisant aux chercheurs de pouvoir utiliser leur IAG maison dessus, c'est un peu compliqué. Mais par contre, effectivement, en renforçant la dimension de non-divulgation à des IA tierces, on a cette notion d'IA tierce qui va peut-être être appelée à évoluer. Donc, constitution d'un groupe interne dédié. On a mené des interviews auprès des différents fournisseurs. Alors là aussi, c'est un point fort de Couperin. Moi, je m'occupe, donc il y a le département de négociation, il y a le département services et prospective. Et moi, je suis très attaché à cette séparation parce que dans services et prospective, on n'est pas dans la négociation directe. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir discuter sur des objets qui vont être des objets plus prospectifs ou de compréhension globale. Et c'est comme ça qu'en réalité, notre compréhension des outils est montée relativement rapidement, je dirais en l'espace d'1 an et demi.
échanges et interventions auprès des partenaires de l'ESR. Et donc là, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, dont bien évidemment le MESR, la DBU, donc l'Association des directeurs de bibliothèques universitaires. Dans le cadre du forum MUE, où il y a eu une intervention, vous savez que la MUE pilote la dispense des licences Mistral dans le cadre de l'ESR et le contrat, l'accord cadre. Donc il y a eu une intervention sur l'IA de confiance faite par Couperin, avec ILAS, l'INRIA, Liber. On a conçu une grille d'analyse des produits sur la base de l'IA de confiance, une grille extrêmement critiquable, mais qui, encore une fois, a une valeur opérative et non pas normative, et des rédactions de briques d'expertise documentaire mises à disposition des négociateurs, car l'idée, c'est qu'un collègue qui se retrouve dans un SCD puisse faire un premier niveau de discussion avec un fournisseur d'IA. Tout ça a été agrégé à l'intérieur d'un document c'est le Position Paper Couperin du 5 mai 2026, qui souligne principalement les questions de soutenabilité économique, puisque là, c'est notre rôle. Nous alertons également nos fournisseurs et partenaires sur les risques de dérive des coûts qui sont liés à la multiplication des moteurs de recherche IAG, voire dans certains cas camouflés IAG, sur le marché. Un risque qu'on partage quand même très fortement avec les éditeurs et tous les fournisseurs d'informations, qui est le risque d'invisibilisation des sources. Et donc là, bien évidemment, quand on travaille en bibliothèque, on ne peut être que sensibilisé. Les questions que vous connaissez de plagiat et de fraude, les captations de données utilisateurs, le bridage des outils et des accès, parce qu'on voit aussi qu'il y a des moteurs de recherche qui ont des performances variables selon le client, et la possible existence à la fin de distorsions de marché qui pourraient se révéler à terme gravissimes. Enfin, ça, je le pense. Donc la question, c'est est-ce que véritablement on est en une fatalité par rapport à ces possibles dérives qui, encore une fois, concernent l'ensemble du secteur. Je reviens à l'IA de confiance. L'IA de confiance, avant tout, on a commencé à la travailler avec l'INRIA. Donc là, je vous montre une charte INRIA qui a largement contribué à transférer dans l'écosystème français la définition de l'IA de confiance, définie d'abord par l'Union européenne. Le point qui est important, c'est que à l'intérieur de on parlait d'écosystème tout à l'heure, en réalité, n'importe quelle IA de confiance va prendre l'ensemble de ces items. Nous sommes d'accord entre nous. Après, selon l'endroit d'où vous allez parler, vous allez être sensibilisé à tel ou tel aspect. Et bien évidemment, transparence va revenir très très souvent. Donc, en fait, il faut bien comprendre que, il me semble, enfin c'est une analyse personnelle, l'IA de confiance a vocation à se déployer, à être compris ou précisé plus exactement dans différents secteurs en fonction de ce qui pourrait être en fait une charte matricielle et que je trouve assez bien réalisée dans le cadre de celle de l'INRIA. Alors, concernant l'ESR et les collègues qui travaillent comme moi dans l'enseignement supérieur en université ne pourront que confirmer un petit point concernant nos cas d'usage, parce que pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de la notion du cas d'usage et intelligence artificielle, ce qui est assez rarissime. Nous avons et ça fait du bien en même temps, ça montre qu'on avance dans la compréhension. Donc, en réalité, on a une diversité de cas d'usage. On a d'abord un cas d'usage étudiant. Donc là-dessus, sans céder au catastrophisme, je vous confirme que l'acculturation des jeunes générations à la fourniture d'informations est à peu près catastrophique. Donc là, voilà, c'est dit, il y a pas de, ça fait pas débat. Donc là, l'idée, c'est un rôle traditionnel de préconisation. Et là, vous retrouvez le rôle classique de la bibliothèque, fournisseur d'informations validées, ce que vous allez trouver dans Kern, dans LexisNexis, chez Sciences Direct, ça va être beaucoup plus fiable que ce que vous trouverez sur Internet. Vous avez à côté de ça des cas d'usage qu'on va appeler recherche. Sachant que l'intelligence artificielle est, je crois, avant tout une technologie qui permet de démultiplier les possibilités de big data, text data mining, appelez ça du nom que vous souhaitez, mais en tout cas de traitement massif de l'information à partir de corpus vaguement structurés. En réalité, on assiste à l'heure actuelle en université à une démultiplication de demandes d'outils d'intelligence artificielle générative.
Cette démultiplication, elle est assez inévitable, et ça, je crois qu'on la retrouve dans tous les cas. J'avais eu un échange comme ça une fois avec le Crédit Agricole, c'est-à-dire que l'IA générative, c'est quand même cette particularité technique de générer à chaque fois des sous-cas d'usage qui vont aller en se singularisant, se spécifiant, et en générant derrière des infrastructures techniques qui vont aller en augmentant de plus en plus leur poids sur les infrastructures globales, sur la gestion des données également, sans que véritablement, dans mon secteur, il soit difficile de l'empêcher. Mais à côté de ça, même dans un usage recherche, il y a bien évidemment peut-être, ça fait partie des points que je commence à identifier, il y a peut-être des services, des niveaux de services qui permettent de balayer un certain nombre de cas d'usage qui va être suffisamment large. Et donc à nouveau la transparence. Donc dans le position paper, là je le redis, c'est mon rôle, la maîtrise des coûts et le droit de réutilisation sont fortement mis en avant, puisque conjuguer les deux soucis dont je viens de vous parler, effectivement, on va avoir un problème de mise à disposition d'IA extérieure, de fournisseurs. On va avoir aussi un problème de ne pas entraver les usages d'intelligence artificielle qui se font à l'heure actuelle dans le cadre de la recherche. Dans le cadre de la recherche, on voit très bien que la demande qui se porte de plus en plus, j'anticipe un peu, est la demande d'accès ou d'accès facilité auprès du corpus éditeur natif. Donc, question autour des MCP. Donc le terme qui a été voilà, le terme générique qui a été utilisé, c'est le savoir comme bien partagé. On le retrouve, cette notion de partage entre fournisseurs d'informations. Donc dans le position paper, je ne le cache pas vraiment, en tout cas on a essayé de travailler dans ce sens-là aussi. C'était dans une optique de partenariat. Encore une fois, je ne vois pas très bien comment on peut arriver à quelque chose sans essayer de construire et imaginer des partenariats nouveaux suite à l'arrivée de ces outils. Et vous voyez qu'il y a une première tentative de définition de ce que serait, alors là, je parlais de préciser dans un écosystème, d'une IA documentaire académique de confiance. Donc là, documenter au maximum les choix qui ont présidé à la création. On est bien dans une problématique de documentation et de compréhension des mécanismes qui ont permis la construction de l'agentique. Garder la possibilité d'utiliser les services sans recourir à ces IA génératives. Donc là aussi, dans une optique de permettre, alors je suis souvent corrigé par les collègues, mais j'utilise souvent à dessein, de reproductibilité des résultats de la recherche. Parce que quand même, à la fin, je crois que nous serons tous d'accord, si jamais nous sommes soignés par une molécule, on préfère autant que le résultat ait pu être reproduit plusieurs fois. Le meilleur outil pour ça, c'est tout simplement de conserver le moteur de recherche classique pour pouvoir aller tester le réponse qui avait été fait par le génératif. Garantir la confidentialité des données fournies et leur absence d'utilisation, notamment pour l'entraînement des modèles. Et là, vous retrouvez non seulement les problèmes de tracking, mais également les problèmes de cohérence par rapport à l'ensemble du continuum qu'on a pu avoir avec, et les discussions qu'on a pu avoir avec nos fournisseurs et les garanties qui leur ont été apportées sur un point de vue contractuel, et justifier leur déploiement par une véritable unité fonctionnelle. Parce que dans la réalité, en fait, on voit arriver, ça rejoint un peu ce que disait le collègue de la DINUM, on voit quand même arriver beaucoup d'outils IA qui ne sont pas si autoportants que ça en termes de services usagés. J'ai essayé, alors peut-être que c'est maladroit, de synthétiser les grands éléments qui nous permettent à l'heure actuelle de caractériser cette IA documentaire de confiance dans un contexte académique. Donc avant tout des choix documentaires et académiques avec des sources validées, des sources pertinentes et adaptées au cas d'usage, la licéité des sources, qui est quelque chose là aussi qui, alors, dans le domaine de l'ESR, a tendance à s'effacer à une vitesse que je juge assez inquiétante quand même, et la réflexion autour des services additionnels. L'idée, et ça on l'a bien vu le cas avec tous les fournisseurs qui viennent d'ailleurs du monde de l'édition, dans tous les cas, il y a une possibilité à peu près de pouvoir expliquer, j'ai monté un moteur de recherche IA génératif,
je suis en capacité de pouvoir expliquer ce qui est à l'intérieur. Et rien que ça, déjà, fait une énorme différence, vous comprenez, par rapport à ChatGPT. C'est un truc étrange, je me permets de le partager. Je veux dire, jamais je vous disais que j'utilise Grok. Vous vous diriez, ce garçon décidément est bizarre, ça se confirme. Mais personne n'applique à Grok ce raisonnement commun à l'ensemble des outils d'IA grand public. Mais à la fin, c'est toujours la même chose. Grok a assumé avoir fait une sélection de sources. Les IA, c'est la seule différence avec ChatGPT. Nous ne connaissons pas la sélection de sources qui a été faite et la pondération de sources qui a été faite par ChatGPT. Donc, dans le cadre d'une discussion pour fournir à un public, encore une fois, qui a besoin de préconisation, on a besoin de savoir avec quoi ces ressources sont construites. Je ne dis même pas entraîner, je ne dis même pas sur quoi est générer le texte, sont construites. Ensuite, il y a des méthodes. Donc là, bien évidemment, l'agentique a quand même marqué une rupture claire et nette. Ces méthodes, on va demander des produits finaux, une possibilité de maintenir, dès que c'est possible, un accès au texte. Faire attention à la qualité du texte, mais également, dans une optique de soutenabilité, à la qualité de la tokenisation, disons d'une façon plus générale. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de fournir, on retombe sur les discussions qu'on a eues tout à l'heure, sur la puissance des IA, est-ce qu'on a véritablement besoin qu'elles réécrivent guerre épée à chaque fois? J'en suis pas du tout certain. Une IA qui est en capacité d'aller pouvoir chercher des gros bouts de texte et de pouvoir mettre un environnement contextuel qui mettra du lien à l'intérieur de sa réponse est, me semble-t-il, tout à fait suffisant pour un étudiant jusqu'au niveau du master. Et paramétrage des agents de recherche et transparence des méthodes, avec là aussi cette question quand même qui, me semble-t-il, n'est pas suffisamment adressée, qui est celle des différentes étapes de construction agentique, et en particulier de la structuration des fichiers et en particulier des métadonnées. Parce que il me semble difficile de prétendre faire de la soutenabilité en disant que nous satisferons de corpus qui sont des corpus indistincts et non structurés. Des choix techniques, confidentialité, soutenabilité, fréquence de mise à jour de la base, objectif de reproductibilité, maintien des anciens outils de recherche, je me répète. Comprenez que tout ça, c'est une matrice d'analyse. C'est quelque chose qui va permettre de pouvoir comprendre les différents outils qui sont mis à disposition sur le marché, et ça marche pas si mal que ça. C'est imparfait. Je ne passerai pas un marché public avec un DCE grand style forcément là-dessus, mais pour une première approche, très honnêtement, ça marche plutôt bien. L'idée est bien d'essayer de corriger les défauts inhérents de l'IA générative et de façon asymptotique, disons, essayer de fournir des outils qui vont permettre au public utilisateur de pouvoir améliorer l'outil avec d'autres outils d'IA générative. Je passe, donc maintenant, c'est pour ouvrir aussi un peu la discussion, je passe très rapidement, à horizon 5-6 ans, comment est-ce qu'on commence à voir arriver un peu les choses, là ce n'est qu'à titre personnel. On aura des IA grand public, abonnement ou non dans le domaine de l'ESR, ça c'est certain. Ensuite, on va avoir des IA académiques spécialisées, qu'on pourra appeler de confiance ou pas. Donc, il va y avoir des IA éditeurs, agrégateurs. On aura aussi des IA pure players, c'est certain. Il y en a qui vont apparaître. Et on va voir apparaître de plus en plus des IA on-premise, avec fourniture de MCP sur les corpus de données et publications. Et là, par contre, le cas qui va, me semble-t-il, qui est intéressant dans le cadre de ce forum, ça va être le débat que je vois commencer déjà à voir apparaître entre mon cas d'usage pour lequel j'ai construit une agentique avec des skills, une méthodologie de skills. Est-ce que je vais la partager ou pas? Est-ce que je la mets à disposition ou pas? À quel point j'essaie de la faire labelliser, certifier le terme que vous souhaitez ou pas? Les nouvelles interrogations autour de l'exception TDM, c'est un point sur lequel je me permets d'attirer la vigilance. Le text data mining, et encore une fois l'exception text data mining dans le contexte de l'ESR, est une exception plus cadrée que ce qu'on veut souvent dire. Il est très difficile de considérer que c'est un droit accordé à faire absolument strictement n'importe quoi. L'exception TDM, du fait de l'arrivée des IA génératives, a provoqué un retour de bâton et une tension à nouveau que je ressens du côté des fournisseurs, en particulier avec l'intégration de la notion d'opt-out qui finit par devenir, disons, une sorte de véhicule symbolique au sens lacanien qui se balade sur tout ce sujet, ce qui ne me semble pas très sain.
La difficulté qu'on a, et ça c'est très pratiquement, je suis en train d'expérimenter, c'est qu'on commence à avoir on a eu un cas de fournisseur qui ne veut pas donner qui veut interdire le TDM, sauf que là, comprenez que même si jamais je peux être extrêmement conciliant, je ne peux pas faire signer une clause illégale, ça c'est pas possible. Je ne peux pas dire le TDM est interdit en France, ça n'est pas possible. Donc moi je pense qu'il y a un travail, là encore une fois, un travail un peu dans le fin, à reprendre en repartant sans doute de l'esprit de cette exception. La mise en œuvre des modèles agentiques et d'expertise documentaire, donc on est en train de tester des MCP à l'heure actuelle. Donc on est en train de découvrir que par exemple dans la notion de MCP, vous avez à nouveau ces problèmes des skills qui sont intégrés. On voit des MCP qui sont en définitive peuvent être peut-être un peu pauvres par rapport aux ambitions qu'on pourrait attendre d'eux. La question qui va se poser, ça va être ensuite toute une chaîne au niveau de la construction sur laquelle, pour le coup, vraisemblablement, beaucoup d'entre vous êtes beaucoup plus en avance par rapport à ce qu'on a pu voir dans Couperin, mais qui avance assez vite et qui s'appuie beaucoup sur un travail qui a été fait par l'INRIA dans le cadre du projet AICO. Le projet AICO, qui est AI for Knowledge, qui est un projet de recherche avant tout, entend discuter des aspects du genre, je vous donne un exemple de recherche, la translittération des caractères non romans. Pour quiconque a appris, même vaguement, une langue étrangère constituée de caractères slaves ou arabes, etc., on se rend bien compte qu'une traduction directe de l'arabe à l'ukrainien, en passant par l'anglais, n'est pas quelque chose qui peut rester neutre. Il y a des choix, obligatoirement, qui sont faits à un moment dans ces étapes. Donc travailler, par exemple, sur ces questions de translittération et essayer de les acculturer petit à petit dans le contexte qui est le nôtre, ça me semble important. Des questions que je me pose et que je partage avec vous. Nous avons à l'heure actuelle une grosse incertitude concernant les modèles économiques, justement on-premise. Donc vous avez des installations en local, donc là ça va dépendre des CPU qui vont pouvoir être alloués. Vous avez le contrat Mistral, donc ce contrat simplement repose sur un nombre de tokens alloués à l'institution sur la base, si jamais j'ai bien compris, du nombre de personnel administratif. Problème, quand vous le mettez ça dans une disposition, dans un cadre collectif, vous comprenez que la fuite des tokens va être très très rapide, donc on a un vrai problème de soutenabilité. Et la solution qui semblerait, disons, celle qui est en train de s'imposer, c'est la mutualisation des infrastructures et inférences, et en particulier ILAS. Alors, ça me semble important, avant de laisser à Thomas le soin de reprendre la parole, de sensibiliser sur la montée en puissance quand même de ces infrastructures qui sont dans leur premier pas, parce que ce sont là aussi vraiment des infrastructures de confiance et qui viennent compléter utilement l'analyse documentaire que j'ai pu avoir en amont. Donc vous voyez, on est vraiment dans une démarche qui est une démarche dynamique, et je crois qu'on est un peu dans un moment de l'IA de confiance, et je crois que c'est important qu'en tout cas, à minima, on porte tous ensemble cette notion qui n'est pas aussi évidente que ça, effectivement, pour l'extérieur. Je vous remercie. Merci Sébastien. Alors, on va avoir le temps peut-être pour une petite question ou deux, mais pas beaucoup. Je vois. Parce qu'on ne veut quand même pas trop vous torturer. Il va quand même falloir manger un moment. Bonjour Sébastien, merci. Donc, je travaille à l'ONERA avec Caroline Martin, donc nous on fait partie de Couperin. Et en fait j'avais une question rapide face au... En fait on est tous dans il faut faire attention, l'IA de confiance, etc. Mais en réalité, alors nous on a notre outil interne, mais qui est parfois un peu lourd, pas forcément... Enfin, il faut téléverser les documents, etc., qui ne fonctionnent pas encore totalement en RAG. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'utilisation d'outils comme d'autres outils, ChatGPT, Gemini, etc., et donc de Shadow IA, sans le dire? Et en fait, comment on fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mutualiser entre plusieurs organismes une même IA souveraine? C'est difficile de répondre à cette question. Moi, ce que je vois effectivement à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont partis vers des solutions propres. Alors, plutôt du côté des organismes de recherche, il y a aussi le CEA. J'ai l'impression qu'à côté de ces solutions, il s'agit de construire des services
auprès de la communauté, il reste toujours la tentation quand même de bypasser avec des outils tierces. Je pense que sur le périmètre de l'ESR, les chartiers ont été une première réponse dans les usages. Il y a quand même une structuration à avoir en termes de quoi on a véritablement besoin. Par exemple, je suis très surpris quand même de la façon dont la question de la confidentialité a fini par écraser la totalité des discussions, en tout cas sur mon périmètre. Alors qu'il y a certaines utilisations d'IA qui n'ont rien à voir avec la confidentialité de documents. Donc je crois qu'il y a un travail un peu dans le fin. Et après, du côté d'ILAS, alors là je ne peux pas parler à la place d'ILAS, il me semble que le mouvement va être effectivement plutôt vers la mutualisation, comme vous indiquiez, de services. La question, mais ça c'est une question qu'il faut poser à ILAS, étant le risque de tomber dans une multiplication de sous-cas, ou alors d'agentiques extrêmement différentes pour répondre à un même cas. Et là, va se poser effectivement la question d'une offre, de la structuration d'une offre ESR on-premise. Si je peux me permettre une dernière petite question, qui est un projet qu'on a noté et qui nous a interrogé au GF2I, donc c'était pour avoir le sentiment de couperin, qui est le projet French Science Commons, par exemple, qui a été porté par Pléias, qui est un projet, pour le résumer très rapidement, de prendre un ensemble de documents, par exemple l'archive ouverte HAL ou thèse.fr, pour les préparer d'une certaine façon comme corpus d'entraînement et les déposer sur Hugging Face. Parce qu'on a pu se dire, je ne sais pas, le but est dans la stratégie nationale autour de Mistral, de donner un avantage concurrentiel à Mistral, mais la finalité de ce projet porté avec des financements publics, alors plutôt ministère de la Culture, mais bizarrement. Mais bon. Et vraiment, ça interroge, au sens de dire, je ne sais pas ce qu'en pense Couperin, mais sur la finalité même de la stratégie. En disant, est-ce qu'en déposant ce type de corpus préparé qui vise à faciliter l'acquisition de la science française par tout type d'acteurs technologiques, a fortiori les dominants, c'est-à-dire les Américains, les Chinois, on a une action structurante positive. Je ne sais pas si Couperin a regardé un œil là-dessus. On voit monter ce débat au sein de la science ouverte de savoir si est-ce que c'est le rôle de la science de s'exposer, de se mettre à disposition de ces grands acteurs économiques et technologiques, ou est-ce qu'il faut une stratégie un peu plus différenciée aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît. À titre personnel, je pense que ce genre de démarche est avant tout utile parce qu'effectivement, il s'agit de sensibiliser à la dimension de qualité que peut avoir la science ouverte et qui est quand même quelque chose d'assez essentiel. Après, ce qu'on voit monter également au sein des communautés, c'est effectivement le questionnement autour de ce positionnement de la science ouverte. Et je crois qu'il ne faut pas l'éviter parce qu'effectivement, on n'est plus non plus dans une optique dans laquelle mettre à disposition la production scientifique est quelque chose qui peut totalement échapper à des stratégies d'acteurs étrangers qui, en plus de ça, ne jouent absolument pas les règles du jeu. Il y a une notion que j'aime bien et qui a été conceptualisée par la Fondation Creative Commons, qui est celle de réciprocité. Et si jamais on doit être en recherche de concepts régulateurs, moi je trouve que celle-là, elle pourrait être intéressante à creuser. Donc sur cette démarche, je pense que, en l'état des réflexions, permettre de pouvoir diffuser, mais tout le monde, donc y compris aux personnes qui sont dans cette salle, des corpus de documentation, à sensibiliser également un public de décideurs et grand public à l'importance de ce type de corpus, parce que ça c'est une autre bataille encore. Ça me semble important. Le MCC me semble assez dans son rôle. Et demain, par contre, il faudra voir en fonction des évolutions sciences ouvertes et surtout de la position de ces majors sciences ouvertes, parce que quand même la science ouverte, et je crois, avec les sites gouvernementaux, ce qui garantit le plus la qualité pour l'instant des grands outils type ChatGPT, etc., etc. Voilà, peut-être on peut passer à la dernière intervention. Merci beaucoup encore Sébastien pour cet exposé.